Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute encore une fois de cet épisode de Lanceur d'Arrête. Aujourd'hui, 12e épisode, ça va être le dernier épisode de la première saison. Merci d'avoir été avec moi. Aujourd'hui, pour clore cette première saison, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement abordé dans les médias de masse. Et pourtant, c'est un sujet qui flotte ici et là, que ce soit dans les milieux syndicaux, que ce soit dans le monde communautaire, en fait, dans toutes les sphères d'activité du domaine social. Pourquoi? Parce que c'est un mal qu'on retrouve dans les sphères qui sont par définition confrontées aux injustices les plus crasses de notre société. De quoi je vous parle? Je vous parle du burn-out militant. On l'appelle le burn-out militant, mais ceux qui en souffrent ne se définissent pas nécessairement comme des militants, vous savez, au sens politique ou syndical du terme. Donc on pourrait aussi l'appeler le burn-out de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il frappe ceux et celles qui luttent, travaillent ou font les deux pour atténuer les effets des inégalités dans notre société. Aujourd'hui, dans Lanceur d'Arrête, on se parle de ce que ça coûte de vouloir changer le monde. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans le podcast, moi je suis éducateur spécialisé de formation et déjà lorsque je suivais mon cours justement pour devenir éducateur, les enseignants ils nous mettaient en garde. Ils nous disaient souvent, vous entrez dans une profession où le burn-out est plutôt courant, il va falloir apprendre à prendre soin de vous, à vous faire une carapace. Et effectivement, c'était pas des paroles en l'air, c'était de sages précautions qui nous suggéraient de prendre. Parce que moi j'ai effectivement côtoyé cette détresse psychologique très tôt dans ma carrière. Il m'est arrivé d'accompagner des collègues à travers ce genre de difficultés. Je vous dirais que j'ai été l'oreille qui écoutait, mais j'ai aussi été la main qui dirige, dans le sens que j'ai parfois pris en charge une collègue qui était en crise. Parfois on dit faire pour, faire faire, faire avec, et là j'ai fait pour. Dans son cas, je l'ai pris en charge, je l'ai amené à l'hôpital et je l'ai un peu forcé d'une certaine façon à les consulter parce qu'elle était rendue là. Et je vous dirais que depuis que je suis représentant syndical, je le fais très régulièrement. Je ne parle pas d'amener des gens à l'hôpital, bien entendu, mais accompagner des gens qui vivent une détresse et prendre soin d'eux dans ces difficultés qu'ils traversent. Je l'ai déjà dit dans Lanceur d'Arrête, le monde du travail, il peut être violent, il peut être injuste et bon, ben, il est la source de beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, malheureusement. Et je vous dirais que la très grande majorité des syndicalistes que je connais se sont engagés dans cette voie-là justement pour cette raison-là, pour atténuer la douleur de l'injustice. Dans le fond, ce qu'on fait beaucoup, beaucoup en syndicalisme, c'est de l'accompagnement empathique des individus. On est là pour les écouter, on est là pour les aider. Et en ça, notre travail n'est pas très loin de celui des intervenants psychosociaux. Mais les syndicalistes, en plus d'essayer de soigner les blessures de l'injustice et du monde dans lequel on vit, ben nous, on s'est ajouté un autre niveau d'intervention. Nous, on s'est aussi donné la mission de couper le mal à la racine. Comment? Ben par la lutte et par l'engagement militant. Et malheureusement, si on n'y prend pas garde, ben le burn-out militant, il nous guette dans les deux dimensions de notre métier. On va commencer à se parler de la partie relation d'aide, que moi j'appelle l'accompagnement empathique. Et honnêtement, je crois que 80% de mon temps de représentant syndical, il est occupé à faire de la relation d'aide. Parfois, la personne nous appelle, on sent qu'elle est en détresse, ça c'est évident. On se rend compte que syndicalement, au niveau convention collective, au niveau plus légal des choses, on ne pourra pas faire grand-chose pour elle. Mais par contre, ce qui nous reste, qu'on peut faire pour l'aider, ben, c'est de l'écouter, c'est d'être là pour elle et c'est de peut-être l'orienter vers certaines ressources. Et je vous dirais qu'honnêtement, je suis très choyé d'avoir une formation là-dedans. Parce que en tant qu'éducateur spécialisé, vous le savez sûrement, c'est une bonne partie de la formation. Puis, bon, je dois le reconnaître, j'ai quand même de bonnes aptitudes là-dedans. Et je suis très chanceux parce que cette formation et également mon passé d'éducateur, mon expérience de carrière, ont fait en sorte que j'avais déjà appris à me protéger avant d'arriver sur ma chaise syndicale. Vous savez, dans mon travail d'éducateur, j'ai été confronté à la violence, à la maladie mentale, à la mort. C'est des expériences qui ont été difficiles, mais en même temps, c'est des expériences qui m'ont permis de me forger des outils vraiment, vraiment, vraiment précieux et que j'utilise maintenant dans mon quotidien de représentant syndical. En même temps, les cordonniers sont parfois mal chaussés et outillés ou pas, personne n'est à l'abri. Ce qui rend la chose plus sournoise, et là bien sûr je parle du burn-out militant, c'est que la chose s'insinue petit à petit, sans qu'on en prenne conscience, sans qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer.
Souvent, ça se caractérise par une certaine fatigue. On commence à être tanné de constater que les problèmes sont toujours les mêmes. Des fois, on est un peu agacé par ce que les membres ont à nous dire. Dans ces moments-là, il faut se rappeler que toi, ça fait la 50e fois que tu l'entends, mais lui, c'est la première fois qu'il le dit. Et surtout, c'est la fois la plus importante pour lui parce que c'est de son histoire qu'il est en train de te parler. Mais justement, quand on commence à avoir les premiers signes de burn-out militant, on est moins à l'écoute de ça, on a moins le recul pour prendre conscience que la personne, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment important pour elle. Donc oui, on a un peu moins d'écoute. Tu sais, c'est un peu comme si l'envie n'y était plus. On n'a plus d'énergie, on est moins motivé, et c'est là qu'on réalise que ce qui est à plat, c'est pas juste le corps, mais c'est le cœur aussi. Pourquoi? Parce qu'on a trop donné, on a trop écouté, on a trop porté, et on n'a même pas vu qu'on s'oubliait en cours de route. On s'est oublié parce qu'on était tellement concentré sur l'autre qu'on n'a rien vu aller de ce qui se passait en nous. Vous savez, en anglais, le verbe to care, ça signifie à la fois se préoccuper et prendre soin. Et bien, cette fatigue-là, elle vient du care. En tant que personne empathique, c'est sûr que tu refuses de t'ajouter à la liste de ceux qui ne se sont pas préoccupés de la personne qui est en face de toi. Tu veux pas contribuer à l'indifférence généralisée, alors tu vas essayer de prendre soin de cette personne. On voit beaucoup ça en syndicalisme, hein. Souvent, on accompagne les gens que tout le monde a laissé tomber, que ce soit sa hiérarchie, parfois ses collègues, l'entreprise au grand complet et parfois même la société en général. Et toi, le syndicaliste, c'est tellement important pour toi d'être là, de montrer aux membres que toi, au moins, tu te préoccupes de lui ou d'elle, que ton empathie, ben, elle glisse tranquillement vers la sympathie. Et la sympathie, c'est un mot sympathique, mais en tant qu'intervenant en relation d'aide, c'est une chose à éviter. La sympathie, c'est quoi? C'est qu'au lieu de comprendre l'autre, ce qui ferait peut-être plus partie de l'empathie, mais là, tu commences à prendre sa souffrance sur tes épaules. Et là, une fois que tu commences à faire ça, tu es cuit. Tu viens de mettre le bras dans le tordeur et la machine va t'avaler. Tu commences à ressentir ce que les autres vivent comme si ça t'appartenait. Leur peine, leur angoisse, leur colère, tout ça, ça s'installe en toi. Et des fois sans que tu t'en rendes compte. Puis je te le dis, ça s'installe en toi, pas comme un invité de passage. Non, si on prend cette métaphore-là, ce serait plutôt un coloc désagréable qui met ses pieds sur la table et qui fait pas la vaisselle. Et cette somme de souffrance, de celles et ceux que tu aides, prend tellement de place que tu n'as plus d'espace pour ton propre vécu, pour tes propres émotions. Et tu n'as plus d'espace non plus pour celles de tes proches. En fait, tu es à une contrariété ou une mauvaise nouvelle de craquer. Et petit à petit, tu te retrouves à pleurer sans raison, devenir désagréable avec des gens qui l'ont pas mérité, ressentir une espèce de lourdeur que rien n'allège. C'est comme si ton réservoir affectif se vidait à chaque interaction. Alors c'est sûr, tu essaies de sauver la face avec tes membres, avec tes collègues, tu continues à sourire, tu dis oui, je suis là. Mais à l'intérieur, tu tiens plus qu'à un fil. Et parfois, ben, le fil, il lâche. Tu décroches. On ne peut pas porter toutes les douleurs du monde sur nos épaules sans craquer. La compassion, c'est pas un puits sans fond. À un moment donné, là, tu peux pas tout prendre sur toi, tout simplement. Ça, c'est pour l'aspect relation d'aide. Mais comme si c'était pas assez corsé, les militants, eux, ils en rajoutent une couche, celle de l'engagement. Quand on s'engage dans une activité militante, c'est parce qu'on veut du changement. On veut faire notre part. On est insatisfait du monde dans lequel on vit, alors on s'indigne, on s'engage, on milite. On est poussé par une espèce de pulsion, là, qui est tellement une pulsion de vie, qui est tellement forte, que parfois on a du mal à évaluer l'énergie que tout ça, ça nécessite. Et en plus, on a la fâcheuse tendance de se définir par notre militance. Parce que bien souvent, ben, c'est là qu'on trouve du sens. Donc le militant en nous prend beaucoup de place, si ce n'est pas toute la place. Alors on est actif sur les réseaux sociaux, on est dans toutes les manifs, on dénonce, on crie, on essaie d'influencer, de convaincre petit à petit. Mais petit à petit, ce qui arrive aussi, c'est que on s'éteint. La chandelle, là, elle finit par fondre. Et en plus, on ne se donne pas le droit de ralentir parce qu'il y a toujours une lutte urgente à mener, il y a toujours un combat de plus. C'est drôle parce que souvent, en tant que syndicaliste, on se bat pour que les gens qui, justement, traversent un burn-out, vivent des difficultés de santé mentale, soient respectés, soient écoutés et que les employeurs, leur donnent un break, leur laissent le temps de respirer, prendre de l'espace. Et ce qu'on demande aux employeurs pour nos membres, ben, on ne se l'accorde même pas à nous-mêmes. En plus, dans le syndicalisme, ben, tu crées des liens qui sont forts avec des militants comme toi et tu veux surtout pas les décevoir. Tu veux pas trahir la cause. Tu veux pas laisser tomber tes camarades. Et ça, cette force de camaraderie, autant c'est un moteur ultra puissant, autant ça peut être un frein quand il est temps de prendre une pause et de s'arrêter.
Et donc, tu vas avoir des symptômes un peu similaires à ceux dont je parlais tantôt avec une certaine forme de fatigue de compassion. Tu vas vivre de la fatigue chronique. Tu vas vivre de la culpabilité si jamais tu as besoin de dire non. On va aussi observer une espèce d'hypervigilance constante, de toujours être à l'affût de tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait arriver. Ça engendre un stress, bien entendu. Tu peux devenir irritable. Et puis, à un moment donné, tu commences à pleurer sous la douche. Et puis, à un moment donné, tu commences à pleurer avant de te rendre à ton bureau. Ça peut aller loin, hein. Je veux dire, le burn-out, c'est une forme de dépression. Et certaines personnes ont dû être hospitalisées. Il y en a d'autres qui ont complètement quitté le milieu. Puis, il y en a d'autres qui restent, mais qui sont vides à l'intérieur. Et ce qui est plate, c'est que personne n'ose en parler. C'est pour ça que je vous disais au début de l'épisode, c'est pas nécessairement quelque chose qui est discuté, encore moins dans les médias mainstream, parce que bon, déjà, la question humaine du syndicalisme, ils s'en foutent complètement. Mais en plus, c'est quelque chose que nous, entre nous, on n'évoque pas ou pas assez. C'est comme si on pensait que dire qu'on en a assez, dire qu'on en a marre, ce serait trahir nos convictions. C'est complètement faux, mais sur le coup, c'est un peu ça le sentiment qui nous habite. Il y a aussi tous les obstacles que tu traverses dans ta vie de représentant syndical ou de militant politique, hein, les deux s'appliquent, là. C'est que quand tu choisis de t'engager pour réduire les inégalités, il faut que tu sois conscient que tu vas devoir faire face à ceux qui créent l'iniquité, qui créent les inégalités, ou du moins ceux qui les perpétuent. Tu sais, ça peut être très confrontant de faire face au manque d'humanité d'un patron poison. Là, je vous réfère à mon épisode que j'ai fait là-dessus. Ça peut être très dérangeant de faire face à l'indifférence d'un gestionnaire qui voit son personnel comme une liste de numéros. Et ça peut être vraiment enrageant de te rendre compte que tu es face à ce que j'appelle les valets, là, les serviteurs bornés du système. Et qu'ils agissent par pure méchanceté parce que c'est des pervers narcissiques ou qu'ils soient juste endoctrinés, ben le résultat est le même. Le monde du travail dans l'économie néolibérale, c'est devenu une machine à broyer des vies. Une machine qui tente de sacrifier les gens que toi, tu veux sauver. Et tout ça se passe dans l'indifférence générale de notre société qui est de plus en plus superficielle et de plus en plus individualiste. Donc parfois, en tant qu'altruiste, en tant qu'humaniste, tu te sens un peu tout seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je suis devenu intervenant, parmi les bons conseils que mes enseignants m'ont donnés, c'était de ne pas se donner la mission de sauver tout le monde. Et dans le même ordre d'idée, je vous dirais que lorsqu'on devient militant syndical ou politique, il faut absolument prendre conscience que la machine en face de nous, elle est puissante. Si on est capable de mettre quelques petits grains de sable dans les engrenages, ça va déjà être très bien. Que ce soit dans la lutte syndicale ou la lutte politique, ben, on se bat contre ceux qui ont le pouvoir. Donc, c'est jamais un combat à armes égales. Il faut l'accepter, ça, sinon on risque de se perdre. Et puis, il y a aussi l'aspect désabusé, hein. En plus de nous épuiser, on peut devenir désabusé par la lenteur, justement, des petits pas qu'on doit faire quand on fait ce travail-là. Il faut être capable de prendre conscience des petites victoires. Mais c'est sûr que quand on est épuisé, fatigué, blasé, on n'a plus ce discernement-là, puis on va avoir tendance à faire du clivage. Il n'y a rien qui marche, c'est tous des pourris, rien de bon va arriver. On peut être aussi découragé par une certaine inhumanité des gestionnaires, ceux qui demeurent inflexibles, froids jour après jour, qui semblent avoir aucune émotion. Des fois, tu te demandes si on les remplaçait par ChatGPT, ce serait pas plus facile. Puis combien de fois je me suis fait dire t'es trop émotif, il faut pas agir sous le coup de l'émotion. Ça, en passant, cette espèce d'allergie à l'émotivité, c'est du vrai de vrai langage de boss. En même temps, c'est un mécanisme de défense qu'ils utilisent pour eux-mêmes, là. Parce que s'ils prenaient conscience de ce qu'ils faisaient, s'ils se rendaient vraiment compte de l'impact que ça a, ils ne pourraient plus servir la machine comme ils le font. Parce que oui, il y a les patrons poison, mais il y a une grande partie des boss ou des gestionnaires qui deviennent toxiques parce qu'ils ont été brainwashés. Vous savez, ils vont tous au même genre d'école, hein. Ils sont tous formés dans le même moule. Et dans ce moule-là, là, on leur lave le cerveau pour qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs de la machine. Quand je dis la machine, je parle du système néolibéral, bien entendu. Et puis parfois, ben, en tant que représentant syndical, en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant, ben, c'est très difficile de faire abstraction de l'émotion parce que ce sentiment qui te blesse parce que tu le vis par procuration, mais c'est aussi le sentiment qui est le moteur de ta lutte. Quand un militant est trop émotif, j'ai tendance à dire que c'est son plus grand obstacle, mais c'est en même temps sa plus grande force. Son émotivité, puis le fait de ressentir puis d'être empathique avec les gens. Ça vaut quelque chose. Mais en même temps, si on n'y prend pas garde, ça peut être une arme à double tranchant et nous faire énormément souffrir. Tu sais, parfois, tu peux aussi être désabusé de voir le monde qui est, d'une certaine façon, en train de faire naufrage, d'avoir l'impression que tout ça se fait dans une indifférence générale
que la machine est lancée, qu'elle fonce vers le ravin et que tu fasses des manifs, que tu fasses des actions, que tu fasses n'importe quoi, il n'y a pas grand-chose qui va faire en sorte d'arrêter cette course folle. Puis ça, dans ces moments-là, je vous le dis, il faut se méfier des médias traditionnels et des réseaux sociaux. Il faut s'en méfier tout le temps, mais particulièrement dans des moments de découragement. Vous savez, les médias traditionnels, ils fonctionnent en sachant très bien que notre cerveau, il est programmé pour repérer le danger. C'est pour ça que les médias ne parlent que de mauvaises nouvelles. Un jour, je vous ferai un épisode sur les biais cognitifs, mais vous savez qu'en fait, ça vient de la formation de notre cerveau à l'époque où on vivait dans la savane et qu'il fallait être extrêmement méfiant de tout ce qui pouvait arriver, être très à l'affût du danger. Ben, c'est un peu les reliques de tout ça qui font en sorte que même dans la société d'aujourd'hui, qui est beaucoup moins dangereuse que la savane à la préhistoire, notre attention est encore attirée par ce qui semble être une menace. Donc, on va plus facilement regarder les mauvaises nouvelles. Ce que tu vois dans les médias, même si à la base il y a un fait qui est réel, c'est pas la réalité. C'est une mise en scène qui est destinée à attirer ton attention pour que tu regardes la pub qui va passer après le reportage. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi ajouter à ça que la quasi-totalité des grands médias sont la propriété de gens très riches qui ont plutôt tendance à être dans l'autre camp, d'une certaine façon. Donc, c'est pas étonnant que toutes les nouvelles soient traitées de façon à décourager les militants, les gens engagés socialement. Et aussi, comme je le traitais dans le dernier épisode au sujet des ultra-riches, tout ce processus, ça sert aussi à ce que les masses se tiennent tranquilles. La peur, c'est un outil de contrôle extrêmement efficace. Donc, c'est un 2 pour 1. Toi, tu es attiré par qu'est-ce qui va te sembler inquiétant, une menace, donc tu vas regarder leur pub. Puis en plus de ça, une fois qu'ils t'auront vraiment envoyé toutes leurs images, tu vas avoir peur de ton environnement, tu vas avoir peur de bouger, et tu vas rester bien à ta place, et tu vas continuer à faire tourner la machine, et eux, ils sont morts de rire et ils encaissent les billets. Et les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que c'est un algorithme qui t'enferme dans une chambre d'écho, qui peut devenir très négative sans que tu t'en rendes compte. Paradoxalement, comme ton cerveau est à l'affût du danger, tu vas regarder davantage de contenu anxiogène, et plus tu en regardes, plus tu en proposes, plus tu en proposes, plus tu en regardes, et vous comprenez que c'est un cercle vicieux qui peut aller très très loin. Et plus tu vis cette anxiété, plus tu vis ce découragement, plus tranquillement, ça peut se transformer en déprime ou en dépression. Et en fait, c'est dans les premiers instants de doute qu'il faut prendre conscience de la gravité potentielle de la chose, ce qui n'est pas nécessairement un réflexe naturel. Puis parfois, on a besoin qu'un ami nous arrête et nous force à faire cette prise de conscience. Parce que nous, là, il n'est pas question qu'on abandonne. Évidemment, au fond de nous, on le sait, là. On la sent, cette émotion-là. On la sent, la petite boule au niveau du plexus solaire. On sait très bien qu'il se passe quelque chose. Mais pour nous, là, la cause est tellement importante qu'il n'est pas question d'abandonner. Mais justement, prendre du repos ou demander de l'aide, c'est pas abandonner. C'est même le contraire. C'est se donner les moyens de ne pas abandonner. Parce que, oui, tu as le droit de te reposer. Oui, tu as le droit de disparaître un moment. Oui, tu as le droit de te déconnecter. C'est pas vrai que c'est à toi de porter toutes les luttes du monde sur tes épaules. D'une certaine façon, le repos, il est politique. Le repos, c'est un genre de doigt d'honneur à tout ce système qui veut qu'on soit tout le temps performant. Le repos, c'est pas l'abandon, c'est la régénération. Quand je dis se reposer, c'est pas compliqué. C'est qu'est-ce qui te nourrit, toi, dans ton fort intérieur? À côté de la lutte, là, à côté du combat politique, c'est quoi que tu fais, toi, qui te rend heureux? Puis il faut revenir à ça. Dans un sentiment où il n'y a pas d'urgence, de vite, il faut se battre tout de suite parce qu'il va se passer telle ou telle affaire. Tu sais, souvent on dit, pendant qu'on se repose, eux, les boss, ils se reposent pas, là. Ouais, mais tu sais, on est plusieurs. Le syndicalisme, la lutte sociale, c'est pas pour rien que ça se fait à plusieurs. C'est pour que quand toi, tu as besoin de prendre une pause, les autres prennent le relais aussi pour toi. Qu'on parle du contexte de burn-out militant ou de n'importe quelle situation de déséquilibre, une pause, c'est pas un échec, c'est une étape. Tu sais, c'est important de prendre un moment pour faire des prises de conscience, pour s'auto-observer. Tu peux être là pour les autres sans t'éteindre toi-même. Tu peux être une présence, écouter sans devenir une éponge. On l'oublie souvent, mais appeler à l'aide, c'est une des plus grandes marques de courage qui soit. Et d'un autre côté, si tu vois quelqu'un s'éloigner du combat, ne le juge pas. Il est peut-être en train de se protéger pour pouvoir revenir plus entier, plus fort. Et quand il reviendra, là, il prendra pleinement conscience de la force, de l'espoir que la lutte suscite. L'énergie immense qui est générée par la camaraderie, par la solidarité. Quand tu es bien, quand tu es prêt, quand tu es disposé, là, ça devient un moteur. Et là, tu n'es plus désabusé. Là, au contraire, ça t'encourage. Mais c'est ça. Parfois, il faut partir pour mieux revenir. Tu sais, on ne mène pas des luttes si on est brûlé complètement à l'intérieur.
Si quand vous m'écoutez, vous vous reconnaissez un peu ou vous reconnaissez quelqu'un, déjà sachez que vous n'êtes pas seul. Le burn-out militant, ça existe. On a même donné un nom à ça, donc c'est que vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'entre nous, justement, entre militants, il faut qu'on sorte de cette espèce de mythe de « faut être fort, faut être performant », parce que c'est exactement les mythes qui sont encouragés par la machine contre laquelle on se bat. Si tout ce que je viens de vous dire, là, ça brasse à l'intérieur, ça vous fait vivre quelque chose de difficile, ben, c'est important de chercher de l'aide. Si vous ne savez pas où appeler, commencez par le 811, restez pas tout seul avec ça. Donc voilà, c'est comme ça que se clôt la première saison de Lanceur d'Arrête. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir embarqué avec moi dans cette aventure. Je vous donne rendez-vous à l'automne avec des nouveaux sujets, des nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là encore une fois. Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.